Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette conférence intitulée Hypnose et douleur, efficacité et accompagnement. C'est un véritable plaisir de vous proposer cette conférence ce soir. Alors je parle là si vous êtes en replay sur YouTube et là si vous êtes en direct sur Facebook, puisqu'il s'agit d'un Facebook Live. Facebook Live sur lequel commence à se connecter et je salue Frédéric, bonsoir, Marie, Cathy Fatia, Raymond, soyez les bienvenus à ce Facebook coaching, ce Facebook Live. Si vous êtes en replay, vous avez la possibilité de poser vos questions dans les commentaires là sous la vidéo, donc sur YouTube. Raymond, soyez le bienvenu. Bobby, Régis, Aurel, Martine, Hubert, Fabien. Voilà, merci d'être présents ce soir. Et puis toutes les personnes que je ne peux pas saluer, soyez les bienvenus. Et donc si vous êtes en direct là ce soir sur Facebook, eh bien vous pouvez poser les questions également sous la vidéo et j'y répondrai en direct. Et si c'est YouTube, j'y répondrai personnellement, mais pas nécessairement en direct. Il me faut à peu près 24 heures pour y répondre. Voilà. Alors bien pour commencer, je me présente, je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose et en EFT, je suis infirmier diplômé d'État et spécialisé dans la prise en charge des douleurs, les douleurs sous toutes ces formes comme on dit, que ce soit les douleurs chroniques en consultation assez traditionnelle, on va dire dans un cabinet ou dans un centre hospitalier, les douleurs au niveau du bloc opératoire, les douleurs en situation d'urgence et les douleurs provoquées lors d'un soin, parce que vous savez que à l'hôpital, nous sommes les acteurs, les professionnels qui faisons le plus mal à nos patients. Alors évidemment, c'est toujours avec bienveillance parce que on a un but derrière, une ponction ou un sondage ou tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, on fait mal à nos patients. Donc voilà. Donc j'ai eu la chance de pouvoir exploiter l'hypnose sous toutes ses coutures, en urgence, lors d'une douleur provoquée, en douleur chronique, etc. Voilà pour tout cela et je propose des formations en ligne, peut-être que certains ou certaines d'entre vous les ont suivies et donc voilà pour cette courte présentation. C'est un plaisir de vous accueillir ce soir. Au programme, nous allons parler des... alors, je précise d'abord que tout ce que je vais vous donner ce soir, tout ce que je vais vous expliquer, eh bien, je me réfère à des publications médicales et ou scientifiques. Hein. C'est pas quelque chose que je donne comme ça, sans avoir réfléchi, sans avoir potassé, sans avoir étudié. Donc il y a des publications, il y a des études, donc m'appuie sur tout ça. Alors au programme, je vais commencer par être un petit peu provoque, hein, comme disent les jeunes. La douleur, c'est dans la tête. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi je prétends ceci. Nous allons parler de deux expériences professionnelles qui démontrent la puissance de la douleur. Une expérience très récente qui nous prouve que la douleur est parfois pas, malheureusement, prise en compte dans certains hôpitaux. Les deux familles de prise en charge des douleurs selon moi. Deux erreurs à éviter lors d'accompagnement. Je vais parler des deux fondamentaux à utiliser pour prendre en charge les douleurs. Je vais relater trois expériences qui vont vous permettre de convaincre vos consultants qu'ils peuvent gérer seuls leur propre douleur. Quatre hypothèses scientifiques qui expliqueraient comment l'hypnose fonctionne. Vous verrez que la dernière est assez incroyable. Je sais qu'il y en a qui vont tomber de leur chaise, puisque quand je fais des formations en présentiel, il y en a toujours 3 ou 4 qui tombent de leur chaise quand j'explique ceci. C'est une image bien entendu, mais ça reste surprenant. J'aborderai les liens entre l'imagerie mentale et l'hypnose, la fameuse visualisation et l'hypnose. Et enfin, je vous donnerai 3 principes basiques, vraiment de base, que tout thérapeute devrait connaître. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Tout cela, je vais le faire tenir. Je vais essayer entre 30 et 45 minutes. Je vais essayer de pas déborder. Je m'y engage. J'ai dit essayer, j'ai pas dit que j'allais réussir. Et donc, je vous rappelle que si vous avez des questions, vous êtes en direct sur ce Facebook Live, c'est sous la vidéo dans Facebook. Et si vous êtes sur YouTube, au niveau du replay, c'est aussi sous la vidéo. Et donc, j'y réponds personnellement aux questions que vous me posez. Donc, n'hésitez pas. Pour être clair et précis, cette conférence elle est destinée aux praticiens, aux professionnels qui vont accompagner des personnes atteintes de douleurs chroniques, les hypnothérapeutes en particulier et les sophrologues ou sophrothérapeutes. Voilà
pour cela. Je précise également que si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous avez la possibilité de participer à une conférence en ligne, ce que l'on appelle un webinaire. C'est tout à fait gratuit, ça dure un peu plus longtemps que cette conférence-là. Il est intitulé « Apprenez enfin comment traiter efficacement les douleurs chroniques de vos consultants ». Et pour vous inscrire à ce webinaire, eh bien, si vous êtes sur YouTube, vous avez le lien qui est dans la description de cette vidéo. Si vous êtes sur Facebook en direct, vous avez le lien qui vient d'apparaître dans le chat à l'instant. Et donc sur YouTube, c'est dans la description de cette vidéo. Alors, je commence. Premier point comme promis que j'aborde, la douleur, c'est dans la tête. Alors attention, quand je dis la douleur c'est dans la tête, je sais qu'il y a certaines personnes là qui commencent à voir rouge et à dire c'est pas possible de prétendre des choses comme ça. Vous avez raison, mais je le fais pour autant. Quand je dis que la douleur c'est dans la tête, je veux dire que la douleur a une composante neurologique, une fabrication neurologique, et je vous le prouve. Je vous le prouve, on sait qu'on a des capacités au niveau de la douleur, des capacités d'anticipation au niveau du cortex, au niveau de différentes zones du cerveau. Je vais pas rentrer plus que cela dans les détails. C'est-à-dire que si je vous dis dans quelques instants vous allez avoir mal parce que je vais vous piquer par exemple, eh bien on sait qu'il y a des zones au niveau du cerveau qui commencent à fabriquer la douleur alors que j'ai pas encore piqué. Simplement je vous l'ai dit et vous n'êtes que, entre guillemets, seulement dans l'anticipation de la douleur. Donc ça veut dire que quand vous anticipez la douleur, le cerveau, certaines zones du cerveau qui contribuent à la perception de la douleur commencent à fabriquer la douleur. Vous avez mal, neurologiquement parlant, avant d'avoir mal. Donc ça se passe bien dans la tête. Et tout cela est intéressant. Pourquoi? Je vais faire le parallèle, je vais être le plus pragmatique possible avec vos pratiques quotidiennes, si toutefois vous prenez en charge des douleurs quotidiennement, ou alors si vous souhaitez vous spécialiser dans la prise en charge des douleurs chroniques. Donc la neuromatrice, c'est ce qu'on appelle la neuromatrice, cet ensemble de zones qui contribuent à la perception de la douleur, eh bien, s'active alors que vous êtes seulement dans l'anticipation de la douleur. Et vous devez faire le lien probablement avec ce qui se passe chez le dentiste, chez un autre professionnel de santé, quand une infirmière vous fait une prise de sang ou une ponction diverse ou un sondage, etc. Vous avez mal avant d'avoir mal. Le deuxième exemple que je vous donne pour appuyer mes dires, la douleur c'est dans la tête, ce sont les fameux effets placebo et nocebo. Je vais vous parler de l'effet placebo. Si vous avez mal et que je vous donne un médicament, en tout cas vous êtes convaincu que c'est un médicament, mais il n'y a aucune substance pharmacologiquement active dedans, c'est-à-dire il n'y a absolument pas de médicament, c'est que du sucre ou que de l'eau ou que ce que vous voulez, mais il n'y a pas de substance médicamenteuse dedans, vous avez mal, eh bien je vous donne ce médicament en vous disant par exemple c'est de la morphine ou c'est un antalgique puissant, peu importe. Eh bien dans les publications médicales, les études qui ont été menées, les expériences, on se rend compte que votre cerveau active les mêmes zones donc neurologiques qui contribuent à diminuer la douleur que si je vous donnais vraiment un vrai médicament. En clair, les zones qui sont activées alors que je vous donne ce faux médicament sont exactement les mêmes que si je vous donnais un vrai médicament, notamment au niveau des opioïdes, au niveau notamment de la morphine. C'est donc l'effet placebo qui est très fort et très puissant qui se passe au niveau, vous l'avez compris, dans la tête. Par ailleurs, il y a des études qui ont été réalisées en imagerie, IRM, un peu scanner, mais c'est surtout l'IRM qui est utilisé dans ce type de recherche, qui ont démontré que la réduction de la perception de la douleur observée en état hypnotique, donc quand la personne est en état d'hypnose, est totalement corrélée avec l'activité de ce que l'on appelle le cortex singulaire antérieur. Ça veut dire que moins vous avez mal, moins ce fameux cortex singulaire antérieur qui contribue à l'anticipation, ce dont j'ai parlé il y a quelques minutes cela, moins vous avez mal, moins l'activité de ce cortex singulaire antérieur, perception de la douleur, est importante. Moins vous avez mal, moins c'est important. Donc plus vous avez mal, plus l'activité est importante et moins vous avez mal, moins l'activité est importante. Plus l'activité est faible. Voilà. Donc vous voyez, tout ceci se passe dans la tête et c'est très intéressant et encore une fois, je dis bien que ce n'est pas de la comédie. Voilà, je suis justement en train de lire ce que Cathy nous dit. Vous m'avez fait peur quand vous avez dit
quand vous avez dit la douleur c'est dans la tête, je comprends mieux, merci. Voilà, absolument, hein. Je veux dire que c'est neurologique, il y a une perception, une fabrication neurologique et il y a des tas d'études, notamment au niveau des effets placebo-nocebo, que vous pouvez retrouver ici ou là, qui démontrent que ça se passe dans la tête. Et ça c'est très intéressant parce que du coup, on retrouve un réel intérêt pour tous les praticiens en hypnose ou en sophrologie parce qu'on travaille sur les champs mentaux de la personne. On n'est pas sur le physique, en tout cas pas directement. On passe par le biais cognitif, par le biais mental, par le biais imagerie, par le biais ce que vous voulez. On est sur le mental. Et c'est là où c'est très intéressant. Quand vous commencez, vous, praticiens, praticiennes, sophrologie, hypnothérapie, etc., à prendre en compte à quel point finalement la douleur c'est dans la tête, eh bien vous commencez à percevoir à quel point ce que vous allez proposer au niveau hypnose, au niveau sophrologie va être très intéressant pour votre consultant, à condition bien entendu de mener à bien vos séances, de proposer un accompagnement efficace. Régis nous dit, ça veut donc dire que si on traite l'aspect essentiellement psychologique, cela pourrait suffire. Alors, je relis, si on traite l'aspect essentiellement psychologique, cela pourrait suffire. Non, pas tout à fait. Ça ne Alors peut-être que quelquefois oui, attention, c'est pas du binaire mes réponses, il faudrait pas rentrer dans ce travers. Quelquefois oui, ça pourrait suffire, mais quelquefois non. Je veux dire par là que de toute façon la médecine dite traditionnelle, la médecine usuelle, elle reste absolument fondamentale et que quand vous accompagnez des personnes atteintes de douleurs chroniques, eh bien vous devez le faire en partenariat avec le kiné, les médecins, les infirmières, les sages-femmes éventuellement, les spécialistes, les centres antidouleurs. C'est vraiment ça qui constitue l'efficacité de la douleur. Donc Régis, quand vous me dites l'efficacité de la prise en charge des douleurs. Régis, quand vous me dites, ça veut donc dire que si on traite l'aspect essentiellement psychologique, cela peut suffire, je vous dis non. Mais je vous dis que pour être encore plus efficace, il faut aussi traiter l'aspect psychologique, donc notamment avec l'hypnose ou alors la sophrologie. Mais je vais me concentrer ce soir un peu plus sur l'hypnose dans la mesure où moi-même je suis formateur en hypnose, vous l'avez compris, et que j'ai développé une méthode d'accompagnement des personnes atteintes de douleurs chroniques que j'ai appelée hypno-antalgie, qui fonctionne très bien d'ailleurs. C'est pour ça que je vais plutôt me focaliser sur l'hypnose. Mais vous allez voir que hypnose et sophrologie, finalement, c'est très proche. Et pour moi, la différence entre l'hypnose et la sophrologie, elle n'est pas flagrante, mis à part certaines techniques qui diffèrent. Donc j'aime autant les hypnothérapeutes que les sophrologues. Je ne fais aucune différence. Voilà pour cette première partie, la douleur c'est dans la tête. La deuxième partie, 2 expériences professionnelles qui démontrent entre guillemets, la puissance de la douleur, sont des expériences personnelles, mais dans le cadre professionnel. La première, j'étais étudiant infirmier, j'étais en début de 3e année et j'étais dans un centre de cancérologie et je prenais notamment un monsieur en charge qui était en retour de bloc, donc qui s'était fait opérer la veille. Ablation d'une tumeur, c'était situé au niveau du bassin, au niveau du pli de l'aine, je vous passe les détails, et qui souffrait le martyre. C'était des hurlements, il avait de la morphine, il était pris en charge au niveau de la douleur, puisque c'est un institut dans lequel la prise en charge de la douleur est importante, mais malgré tout, il avait toujours mal. Et le chirurgien qu'on appelle pour qu'il puisse examiner son patient nous dit au patient, c'est pas possible, j'ai tout enlevé, en gros c'est dans la tête, mais dans la tête dans le sens le moins noble du terme, vous faites de la comédie. Enfin, il dit pas ça évidemment aussi brut de décoffrage, mais il le dit, ce qu'il dit, ça veut dire ça. En fait, ce monsieur a vraiment très très mal et j'ai perçu, moi simple étudiant infirmier, à quel point la douleur peut être dévastatrice, destructrice, parce que ce monsieur a essayé de se suicider, de se jeter par la fenêtre. Alors il n'a pas réussi parce que par sécurité, et heureusement pour lui, dans les hôpitaux, les fenêtres ne s'ouvrent que de quelques centimètres. En tout cas, c'était le cas ici. Il aurait pu se tuer parce qu'on était au 4e ou 5e étage, donc ça aurait pu faire très mal. Et tant mieux, il n'a pas réussi. Et le fin mot de l'histoire, c'est que effectivement, il pouvait avoir mal parce qu'il y a un nerf qui était aspiré par le redon qui était en aspiration. Donc le redon aspirait le nerf et donc c'est ce qui justifiait physiquement pour de vrai sa douleur. Donc en effet, il pouvait avoir mal. Voilà. Et là, j'ai compris à quel point la douleur pouvait être puissante dans le sens destructrice. Le deuxième exemple que je vous donne, donc relative à une expérience professionnelle, c'était en cabinet de consultation, prise en charge des douleurs chroniques. Et j'ai reçu un monsieur, il était accompagné de sa femme.
qui venait parce qu'il avait des douleurs chroniques. Alors c'était au niveau du dos, ce que l'on appelle des sciatalgies, une hernie discale provoquant des douleurs du nerf sciatique, etc. Ce sont des douleurs qui sont vraiment très importantes. Hein. Et en fait, ce monsieur, quand j'ai réalisé l'anamnèse c'est l'interrogatoire, et c'est très fort comme terme, hein. Donc l'anamnèse, le recueil d'informations, de données, l'histoire de la maladie, etc. Eh bien, je me suis rendu compte que aussi bien pour le patient, le consultant, le monsieur et pour la dame, la douleur avait un impact considérable pour le couple, pour les deux personnes. C'était quasiment 1 heure de pleurs pour tous les deux. Donc ils ont, comme on dit, vidé leur sac et ça a été vraiment quelque part un petit peu une libération pour eux. Hein. Et évidemment, après le travail, j'ai poursuivi le travail. Nous avons poursuivi avec le monsieur le travail ensemble et au bout de 4 séances, je vous dis ça de mémoire, il a pu atteindre ses objectifs thérapeutiques en termes de soulagement. Donc par rapport au travail sur la gestion de la douleur. Et ces expériences, évidemment il y en a d'autres, mais je ne vais pas faire que vous raconter ma vie ce soir, ces expériences m'ont démontré à quel point la douleur peut être destructrice. Et d'ailleurs le grand professeur Léon Schotzenberg disait, il suffit d'une simple rage de dents pour comprendre à quel point la douleur est destructrice. Voilà, pour ces 2 expériences, je les partage non pas dans le but de vous raconter ma vie, c'est pas du tout l'objectif, mais pour que vous perceviez à quel point effectivement la douleur peut être destructrice et pour vous permettre de comprendre que oui, vous avez en France à peu près 7 millions de personnes quand même, je vais y revenir, 7 millions de personnes qui ont besoin de vous juste pour la France parce qu'elles ont des douleurs chroniques et tout ce qui est accompagnement, hypnose et sophrologie, eh bien vous avez un rôle absolument primordial à jouer selon moi. Voilà. Et je vous relate maintenant une expérience très récente qui va nous prouver que la douleur est pas ou peu prise en charge, en tout cas dans certains hôpitaux. Alors au moment où je réalise ce Facebook Live, si vous me regardez en replay, là on est mardi soir, il est à peu près 20h15, on est mardi soir et ce que je vous raconte là s'est passé il y a moins d'une semaine, ça s'est passé jeudi dernier. Et en fait, je continue à faire des remplacements pour des rapatriements sanitaires, des transferts médicalisés, paramédicalisés, etc. Et je vais dans un hôpital périphérique, un petit hôpital à 80 km de là où j'habite, chercher un monsieur atteint d'un cancer, je vous passe les détails, avec des métastases osseuses, qui venait le matin même de se casser le col du fémur. Le chirurgien ne peut pas prendre en charge ce col du fémur chez ce monsieur aux multiples antécédents, il est jeune, etc. Et donc décide de le transférer dans le CHU pour lequel j'interviens via ces transferts paramédicalisés pour qu'il soit donc pris en charge. Donc on va chercher ce monsieur à 80 km dans l'hôpital et ce monsieur est très douloureux. Il est dans son lit et donc nous il faut qu'on le transfère sur le brancard pour le mettre dans l'ambulance pour aller donc au CHU. Il est extrêmement douloureux et le médecin n'est pas là, je suis juste seulement accompagné de l'infirmière et voilà. Et je demande à l'infirmière, je dis qu'est-ce qu'il a comme antalgique, elle me dit il n'a rien du tout, mais si tu veux je peux lui donner du Doliprane pour la route, voilà, du Doliprane. C'est un antalgique un palier 1 de premier niveau alors qu'on est dans une situation de douleur aigu, hyperalgique, très très douloureux, col du fémur, on sait que ça peut faire effectivement très très mal et elle me propose un antalgique de niveau 1. Alors elle peut pas faire plus parce qu'elle n'est que infirmière et moi aussi on n'a pas pouvoir de prescription médicale, mais là il nous faut quelque chose de plus important évidemment que un simple Doliprane. Tout ça pour vous dire que alors que ce monsieur était douloureux depuis le matin, donc nous on est arrivé, il devait être midi et demi, ça s'est passé vers 8 ou 9 heures du matin. Il n'a eu aucun antalgique, il n'a pas eu de médicament plus fort que le Doliprane, d'ailleurs il n'en a pas eu. Bon, alors ça s'est bien terminé au bout du compte parce que on a pu avoir la prescription médicale rapide, faire de la morphine, des titrations de morphine, etc. S'il y a des professionnels de santé qui écoutent, vous savez de quoi je parle quand je parle de titration de morphine. Et voilà, mais vous voyez, encore aujourd'hui, en 2019, on n'a pas de prise en charge optimale, super efficace dans tous les hôpitaux. Je trouve que c'est dommage. Voilà. Alors,
Il n'y a pas de critique de ma part, hein, c'est toujours facile à dire quand on ne travaille pas dans l'hôpital, etc. Mais je me rends compte que le personnel finalement n'est pas très bien formé, puisque cette infirmière aurait dû depuis longtemps au moins appeler le médecin, lui dire voilà, il a mal, il est hyperalgique, il a mal à temps, je décris la douleur, etc. Et le médecin, c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé, aurait dit bah vas-y, fais de la morphine, je te prescris ça, et c'est ce qu'on a eu au bout du compte avant le transport. Mais c'est bien dommage, hein, voilà, c'est bien dommage, et vous avez là aussi un rôle à jouer. Donc là, on est dans un hôpital par rapport à mon exemple, dans une situation de douleur aiguë, et je vais définir ce qu'est la douleur aiguë, ce qu'est la douleur chronique dans quelques instants. C'est pas le contexte que vous, hypnothérapeute ou sophrologue, allez devoir, vous n'êtes pas dans ce contexte-là, mais je vais juste vous expliquer que c'est pas toujours bien correctement pris en charge. Et c'est vrai aussi pour les douleurs chroniques. Hein. C'est vrai pour les douleurs chroniques. Combien vous voyez de personnes autour de vous, que ce soit des consultants, que ce soit des personnes de votre entourage, des personnes avec qui vous êtes dans une réunion de je sais pas quoi, qui disent moi j'ai mal, ça fait 5 ans, le médecin ne sait pas quoi faire, il m'a dit qu'il fallait que je vive avec la douleur, etc. Il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas de figure, et je vous garantis que vous avez un rôle à jouer pour aider ces personnes, ces douloureux chroniques. Pour ça, il faut évidemment être formé, mais votre rôle est primordial. Alors, je fais quand même, je le précise, hein, le distinguo, les deux familles de prise en charge des douleurs selon moi. Il y a deux types de prise en charge de douleurs. Le premier, c'est, et je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, la prise en charge de douleurs provoquée, ce qu'on appelle la douleur provoquée. Là, c'est plutôt pour les professionnels de santé quand on fait mal au patient lors d'une ponction lombaire, lors d'une suture, lors d'un sondage divers, lors d'une ponction, peu importe où, lorsque l'on refait des pansements douloureux, des mobilisations douloureuses, etc. C'est nous qui faisons mal aux patients, ce qu'on appelle la douleur provoquée, la douleur iatrogène. Premier point. Deuxième point, la douleur chronique. La douleur chronique, je vais vous donner la définition dans quelques instants, c'est le consultant, le patient qui a mal lui-même, personne d'autre ne lui fait mal, il se fait mal à lui-même. La douleur chronique, je vais vous la définir. D'ailleurs, il y a Maryse, là, il y a quelques minutes, qui demandait quelle est la différence entre qu'est-ce que la douleur chronique et quelle différence y a-t-il avec ce que vous expliquez ici. Donc, j'imagine que Maryse, vous parlez de la douleur aiguë. Donc, je parle là par rapport à ce fameux col du fémur. Je vais vous expliquer tout ça. Votre question est très bonne. Donc, la douleur chronique, moi, je parle de antalgie. Hypno-antalgie, c'est ce que j'ai développé, et la douleur provoquée quand on fait mal au patient, je parle d'analgésie, hypno-analgésie. J'ai deux formations différentes, hein, parce que pour moi, on ne traite pas la douleur provoquée quand on fait mal à un patient alors qu'on est professionnel de santé, de la même façon qu'on va prendre en charge une douleur chronique quand on est hypnothérapeute ou sophrologue dans un cabinet, donc hors contexte institutionnalisé tel que hôpitaux, cliniques, blocs opératoires, etc. Antalgie, douleur chronique, analgésie, douleur provoquée. Donc on est plus dans un contexte de douleur aiguë. Et donc je suis contre les formations où on vous réunit, vous êtes hypnothérapeute, vous êtes assis à côté d'un infirmier, à côté d'un urgentiste, à côté d'un sophrologue, etc. On vous réunit, on va vous dire, bah messieurs, dames, il y a les urgentistes, il y a les infirmiers, il y a les médecins, il y a les kinés, il y a les hypnothérapeutes, il y a les sophrologues, il y a les, etc. Eh bien, à toutes et tous, en 3 jours, je vais vous expliquer comment prendre en charge les douleurs, et je vais même réussir à expliquer à vous, l'urgentiste, comment faire, à vous, l'anesthésiste, comment faire, à vous, l'hypnothérapeute, comment faire, à vous, le kiné, comment faire. Non, soyons raisonnables, c'est compliqué. C'est pour ça que moi je scinde en deux: douleur chronique, hypnoantalgie, douleur provoquée, hypnoanalgésie. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, hein, pour le Facebook Live et aussi pour YouTube, hein, sous la vidéo, vous pouvez me poser les questions. Alors du coup, les définitions, qu'on soit bien clair. Il y a deux types de douleurs, la douleur aiguë et la douleur chronique. La douleur aiguë, par définition, elle est présente, elle est inférieure en termes de durée, inférieure à 3 mois. Et on parle là vraiment de signal d'alarme. C'est l'alerte, c'est ce qui me fait dire que là, il y a quelque chose dans l'organisme qui fonctionne plus ou qui fonctionne mal. Par exemple, la fameuse douleur thoracique qui est constrictive, qui serre, etc. Ce serait par exemple, ça peut être un infarctus
infarctus du myocarde, idem pour les maux de tête, les maux de ventre, etc. Là, on est dans la douleur aiguë qui est un signal d'alarme, souvent d'apparition brutale, qui ne prévient pas. Quelquefois, elle peut être d'apparition progressive aussi, mais on est quand même dans quelque chose d'assez brutal, en tout cas d'inhabituel. Et donc, puisqu'elle a un rôle d'alarme, elle a également un rôle d'intégrité. Elle vous protège, parce que si je fais un infarctus qui me dit attention, le cœur, le risque de l'infarctus, c'est que le cœur s'arrête bientôt. Eh bien, du coup, si j'ai pas cette douleur qui m'alerte sur ça, je risque de mourir de mon infarctus parce que je décroche pas le téléphone pour appeler le SAMU, etc. Donc, elle est très importante, cette douleur aiguë, et on a la douleur chronique qui, par définition, est présente depuis plus de 3 à 6 mois. Et là, on n'est plus dans de l'alarme. Là, on parle de maladie, on parle de syndrome. D'ailleurs, on parle de syndrome douloureux chronique. Vous pouvez le noter, syndrome douloureux chronique, c'est la douleur chronique, avec des conséquences multiples, aussi bien au niveau biologique, psychologique, culturel, personnel, au niveau de l'environnement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, douleur aiguë, pour résumer, elle est présente depuis moins de 3 mois, et douleur chronique présente depuis plus de 3 à 6 mois. Et dans la douleur chronique, on parle de syndrome douloureux chronique. Donc c'est sur ça, sur cette douleur chronique que je me focalise ce soir. Et en France, seulement pour la France, la douleur chronique, elle touche 7 millions de personnes, dont la moitié n'est pas traitée ou maltraitée. On leur dit c'est une fatalité. Donc 3 millions de personnes, 3 millions et demi de personnes qui doivent subir la douleur, puisque elle reste une fatalité ou qu'on n'arrive pas à la prendre en charge. Et je vous garantis que si vous recevez ces personnes douloureux chroniques pour lesquelles on ne peut pas faire grand-chose, voire rien, eh bien, vous allez grandement pouvoir les aider, que vous soyez sophro, que vous soyez hypno, vous allez pouvoir les aider. Voilà pour cette définition. Alors, si vous avez des questions, allez-y, je vais y répondre dans quelques instants. Et maintenant, on va passer aux 2 erreurs à éviter lorsque vous accompagnez des personnes atteintes de douleurs chroniques. Alors la première erreur, je pense que vous l'avez compris, ne traitez pas les douleurs aiguës, parce que c'est dangereux pour vous, mais c'est également dangereux pour vos consultants. Vous avez la personne qui vient vous voir, qui vous dit j'ai mal à la tête. Ça fait 10 jours que ça dure. On est toujours dans de la douleur aiguë parce que c'est inférieur à 3 mois. J'ai pas vu de médecin, ou j'ai vu un médecin et puis il sait pas trop ce que c'est, etc. Je viens vous voir pour avoir moins mal. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Ne faites rien du tout, parce que vous risquez, je donne un exemple, de camoufler, de cacher les signes, par exemple, d'une tumeur cérébrale, ou les signes d'un anévrisme ou d'un AVC ou qui se prépare, ou de je sais pas quoi. Donc ne faites rien du tout. Je vous conseille vivement de ne travailler que sur les douleurs chroniques pour lesquelles je vous ai donné la définition il y a quelques instants. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur à éviter, ça serait de ne pas prendre en charge le stress. Je vous explique. La douleur n'est pas que de la douleur. Quand vous avez un patient qui a mal, il est stressé. C'est logique. Vous verrez, tous les patients douloureux sont stressés. Et donc l'erreur, ça serait de prendre en charge que la douleur, mais de ne pas prendre en charge le stress. Si vous prenez en charge un patient atteint de douleur chronique, vous devez également prendre en charge le stress. La douleur n'est pas que de la douleur. Comment? Avec des techniques d'hypnose, avec des techniques de sophrologie. La cohérence cardiaque, ça fonctionne très bien avec l'EFT, si vous pratiquez l'EFT, avec une combinaison de tout ça. Moi, c'est ce que je fais. Je combine tout ça, ça marche très très bien. Mais pensez bien à prendre en charge le stress. Donc ça serait une erreur de vous focaliser exclusivement sur la douleur et de ne pas du tout travailler sur le stress. Voilà. Sylvie, question, une lombalgie aiguë ne peut pas être traitée par l'hypnose? Point d'interrogation. Alors, une lombalgie aiguë, en fait, elle pourrait être traitée par l'hypnose. Moi, je fais le distinguo entre le pouvoir et le devoir. Une lombalgie aiguë, donc on a mal au dos, ça fait 3 jours que ça dure, etc. Elle peut être traitée par l'hypnose, mais là, la lombalgie, c'est un peu particulier. On n'est pas sur le cœur, on n'est pas sur le cerveau. Et pourquoi pas, si la personne a été vue par un médecin, vous voyez, c'est l'exception qui confirme la règle. Si elle a été vue par un kiné, un ostéo, pourquoi pas? Elle est prise en charge. Voilà, il y a pas, c'est pas un mal de dos en bas du dos qui va annoncer, par exemple, un AVC. Pourquoi pas? Mais
Gardez quand même cette règle de base, hein. Vous ne travaillez que sur les douleurs chroniques. En tout état de cause, une lombalgie, elle risque de se chroniciser, elle risque la personne d'avoir mal depuis pendant plus de 3 à 6 mois, d'être chronique. Ça peut être par exemple le cas des hernies discales. Et là, la prise en charge par l'hypnose, elle sera très intéressante. Voilà. Hubert, je commence toujours par une séance de sophrodynamique pour gérer le stress, ça aide beaucoup. Voilà, je pense Hubert que du coup vous me parlez par rapport à prise en charge des douleurs chroniques. Vous avez tout à fait raison, ça aide beaucoup. Donc si vous accompagnez des personnes atteintes de douleurs chroniques et que vous prenez en charge le stress de ces personnes grâce à la sophrologie, donc vous me parlez de sophrodynamique, eh bien c'est super. Je vous propose de continuer comme ça. Bravo. Voilà pour ça. Je vois pas d'autres questions. Maria, merci David, cela m'aide beaucoup. Avec plaisir Maria, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On poursuit 2 fondamentaux à utiliser pour prendre en charge les douleurs. Le premier fondamental, c'est que vous devez, si possible, s'il y en a une, et vous allez voir de quoi je veux parler, vous devez traiter la cause. Il y a un proverbe chinois qui dit ceci, je lis: la blessure cicatrisée, on oublie la douleur. Je vais vous donner un exemple de prise en charge dans quelques instants. Si vous retrouvez une cause derrière, la personne vous dit j'ai mal à la tête depuis que par exemple mon mari m'a quitté, j'ai des douleurs abdominales à chaque fois que je prends la parole en public parce qu'un jour j'ai vraiment bégayé, bafouillé, j'ai pas réussi à prendre la parole, on s'est moqué de moi et depuis ce jour-là j'ai vraiment mal au ventre, etc. Voilà. On n'a pas identifié une cause organique, hein. La médecine a dit il n'y a rien du tout, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de tumeur, il n'y a pas de hernie, il n'y a pas de je sais pas quoi. Donc là, vous allez pouvoir prendre en charge, essayer de traiter la cause. Traiter la cause si vous pouvez. Je vous donne l'exemple de ce monsieur qui vient me voir, 83 ans à peu près, pour des douleurs. Ça faisait 5 ans qu'il avait des douleurs. Alors c'était lombaire, ça faisait mal au niveau du dos, ça prenait toute la ceinture abdominale, pelvienne. Enfin voilà, des douleurs difficilement caractérisées par la médecine, scanner, IRM. Enfin, il a fait des tas d'examens et la médecine ne retrouvait rien du tout. Et quand j'ai discuté avec ce monsieur, il m'a dit c'est apparu dans la même période au moment où ma fille a perdu son bébé, donc mort subite du nourrisson, donc il a perdu un de ses petits enfants. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé sur cette cause, hein, sur ce deuil. Donc je vous conseille vraiment, si vous pouvez, mais c'est pas toujours le cas, je dis pas qu'à chaque fois il y a toujours une cause, ça peut être une cause organique, physique, comme la hernie discale par exemple. Si vous retrouvez une cause plutôt psychologique, plutôt mentale, travaillez sur cette cause, je pense que c'est vraiment important. Et ce monsieur pour lequel je vous donnais l'exemple là il y a quelques instants, les 3/4 de l'accompagnement, ça a été focalisé, on l'a focalisé sur le deuil de ce petit-fils, de ce nourrisson, et le quart restant sur la douleur en elle-même. Ça a bien fonctionné, mais je pense que si ça a si bien fonctionné, c'est parce que j'ai travaillé sur la cause. Donc, pensez à cette citation, la blessure cicatrisée, on oublie la douleur. Et deuxième fondamental à utiliser quand vous accompagnez des personnes atteintes de douleurs chroniques, c'est que vous devez être convaincant. Vous devez être convaincant pour que votre consultant croie, et c'est probablement le cas, je vous le souhaite, que vraiment vous êtes professionnel expérimenté, que vous êtes bon, parce que tout ce qu'il va croire va devenir sa réalité. Donc si je crois que vous êtes bon, que vous allez pouvoir m'aider, ça va devenir ma réalité. Je pense que vous allez pouvoir me soulager et je vais être soulagé. Je fais le lien aussi avec l'effet placebo dont on parlait il y a quelques instants de cela. J'en parlerai un petit peu plus précisément dans le webinaire de tout cela. Donc si vous souhaitez le suivre, eh bien vous vous inscrivez. Le lien figure dans la description de la vidéo. Alors je vois qu'il y a des questions. Je vais y répondre dans quelques instants. Je vous remercie de me poser les questions. Je finis donc juste sur le fait d'être convaincant. Il ne s'agit pas de promettre monts et merveilles, mais soyez convaincant. Ne dites pas c'est la première fois que j'accompagne quelqu'un, j'ai pas d'expérience, je suis pas sûr que ça fonctionne, etc. Parce que vous allez vous tirer une balle dans le pied et au bout du compte, vous allez rencontrer beaucoup plus de difficultés pour que votre consultant atteigne son ou ses objectifs thérapeutiques.
Stéphanie pose la question, comment peut-on traiter la cause? Très bonne question. Alors, je peux pas tout vous expliquer là parce que j'ai promis que je tiendrai sur 30 à 45 minutes, que j'y arriverai pas. Je pense qu'on va dépasser un peu. Vous avez des techniques telles que le MDR, telles que l'EFT. L'hypnose aussi pour traiter des causes, en sophrologie probablement, je suis moins sur la partie sophrologie donc je peux pas m'avancer, mais en hypnose il y a des techniques, en EFT, en EMDR qui fonctionnent très bien, qui selon moi sont très efficaces pour traiter la cause. Personnellement, par rapport à ce monsieur dont je parlais il y a quelques instants, ça a été un travail avec de l'EFT combiné à de la cohérence cardiaque. Voilà, moi j'ai fait les deux, mais vous avez peut-être d'autres approches possibles. Voilà Stéphanie, j'espère vous avoir donné un semblant de réponse. Donc les deux fondamentaux à utiliser pour prendre en charge les douleurs chroniques, traiter la cause et vous devez être convaincant. Voilà, je poursuis. Alors, justement, pour être convaincant, je fais le lien. 3 expériences pour convaincre vos consultants qu'ils peuvent gérer leur douleur, que vous pouvez faire pour leur prouver qu'ils vont pouvoir gérer seuls leur douleur, en tout cas qu'il y a un impact physiologique mais aussi physique. Je vous explique ça. Alors, c'est pas forcément des expériences physiques, ça peut être simplement des choses que vous racontez. La première, c'est que de se focaliser sur la douleur, ça l'augmente. Tout le monde a eu une rage de dents. Quand vous vous focalisez sur cette rage de dents, est-ce que vous avez l'impression que ça augmente la douleur? Bah oui, parce que quand on se focalise sur le problème, sur la douleur, en général, ça l'augmente. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a la possibilité d'augmenter une douleur seulement en se focalisant dessus, on peut également avoir à contrario la possibilité, en se déconcentrant de la douleur, en se défocalisant, on peut avoir la possibilité de la diminuer. Donc premièrement, vous avez la possibilité d'augmenter vos douleurs et vous faites le lien avec ce qui suit, et donc vous avez aussi la possibilité, en vous défocalisant, de diminuer votre douleur. C'est pour ça que souvent les personnes qui ont mal, elles lisent, elles regardent la télévision, elles ont une activité telle que le tricot ou autre chose pour ne plus penser à la douleur, pour se défocaliser. Et il y a un exemple assez frappant, c'est celui de Milton Erickson, le papa de l'hypnose ericksonienne, qui nous explique ceci. Il donne cet exemple. Si, imaginons, vous avez une douleur absolument insupportable, vous vous promenez dans la rue et puis là vous voyez une femme qui elle aussi se promène sur le trottoir donc, et qui a une poussette. Et cette femme, elle est victime d'un accident dramatique. Il y a un poids lourd qui percute son bébé, qui est écrasé, c'est gore, qui est écrasé par le camion, son bébé meurt sous vos yeux, etc. Enfin, vous voyez le truc vraiment. Eh bien, est-ce que vous allez toujours accorder de l'importance à votre douleur? Est-ce que vous allez toujours avoir moins mal? Eh bien, très brutalement, non. Pourquoi? Parce que vous focalisez sur l'événement dramatique qui est en train de se produire. Donc, votre esprit a la possibilité de s'évader et de complètement oublier la douleur parce qu'il y a quelque chose, entre guillemets, de plus intéressant qui se passe, de plus attractif, alors, les termes sont très mal choisis, mais qui se passe devant elle. Donc quand l'esprit s'évade, on a la possibilité d'estomper la douleur. Voilà pour cet exemple, et c'est quelque chose de tout à fait vrai, et vous retrouvez des tas d'expériences comme ça aussi relatives aux effets placebo et nocebo. Et la troisième expérience, vous pouvez faire quelque chose de très simple avec l'accord de la personne. Vous pouvez par exemple la pincer ici, là, sur la face interne du bras. Ça fait très mal. Vous la pincez et vous lui dites, je vais commencer à pincer, mais quand vous avez très très mal et que ça devient insupportable, vous me dites stop. Et donc, vous pincez, et là, ça devient insupportable, et la personne dit stop. Mais vous ne lâchez pas, vous gardez le truc, et là, il y a une rupture de pattern, une rupture de schéma. Normalement, vous auriez dû arrêter de pincer, mais vous continuez, vous dites à la personne, voilà. Maintenant, vous restez focalisé sur la douleur, et je vais vous demander, vous mettez en œuvre ce que vous voulez psychologiquement parlant, physiquement parlant, pour que la douleur diminue. Là, donc, la douleur, elle est à combien? Vous lui demandez au début, elle est à 8 sur 10. Très bien, concentrez-vous. Psychologiquement, physiquement parlant, mettez tout en œuvre pour que la douleur diminue. Elle va passer, vous allez voir, de 8 sur 10 à 4, 5, 6 sur 10. En tout cas, la douleur va diminuer, ceci en quelques secondes seulement. Et alors, ça marche dans 100% des cas, la douleur va diminuer. Il faut qu'elle rentre dans sa douleur et qu'elle mette tout en œuvre pour, mentalement et physiquement, pour faire diminuer cette douleur. Ça marche dans 100% des cas. Après, vous lâchez, vous n'allez pas pincer pendant des heures. D'ailleurs, vous verrez que vous aurez mal au pouce, vous aussi.
Et là, en fait, vous allez lui expliquer que c'est très bien, vous avez mis en œuvre des choses mentalement et aussi physiquement pour diminuer votre douleur et c'est donc la preuve que ça marche. Nous, on va approfondir ça grâce à l'hypnose, grâce à la sophrologie par exemple. Et je vous donne une explication et vous pouvez expliquer tout cela à votre patient. Quand j'ai commencé à penser que ça vous a fait très mal, l'organisme, il a des possibilités physiques, physiologiques, hormonales. Il a la possibilité de délivrer une hormone antalgique qui diminue la douleur très rapidement. C'est ce que l'on appelle les endorphines. On appelle aussi cette hormone endomorphine. Et donc, là où c'est très intéressant, c'est que vous pouvez expliquer à votre patient pour le convaincre. Je fais le lien avec la conviction dont je vous parlais il y a quelques instants de cela. Vous avez la possibilité pour le convaincre de lui expliquer ce qui se passe réellement physiologiquement pour de vrai dans l'organisme grâce à ces endomorphines qu'il va pouvoir très rapidement délivrer dans le sang, dans l'organisme, donc pour diminuer la douleur. Et il y a des techniques qui existent indépendamment du fait de faire mal à la personne, etc. pour sécréter des endomorphines. C'est ce que je propose dans la formation hypno-antalgie pour sécréter naturellement la morphine naturelle. Et vous faites ça pour convaincre vos consultants. Ça fonctionne très bien. Et donc plus il est convaincu, plus ça va fonctionner. Et plus ça va fonctionner, plus il va être convaincu. Et donc là, vous intégrez un cercle vertueux. Voilà, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Voilà pour les expériences. Alors, je vois qu'il y a des questions. Je vais y répondre dans quelques instants. Je poursuis, mais je vois les questions, donc je les garde de côté, comme on dit. 4 hypothèses scientifiques qui expliqueraient comment l'hypnose fonctionne. Et vous verrez que la dernière risque de vous faire tomber de la chaise, comme j'expliquais au début de cette conférence. Alors, pourquoi finalement est-ce que l'hypnose fonctionne dans le cadre de prise en charge de la douleur? Je vais vous donner 4 hypothèses. La première, c'est ce que les études démontrent. Moi, j'ai fait que regrouper, que faire un petit résumé des études. La première, c'est une hypothèse que l'on appelle néo-dissociative. C'est quoi? C'est une espèce de barrière amnésique qui fait qu'à certains moments, on oublie la douleur. Néo-dissociative égale barrière amnésique, on oublie la douleur. On peut peut-être faire un lien aussi avec ce que je vous expliquais par rapport à la défocalisation, la néo-dissociative. Première explication possible. On n'a pas beaucoup d'explications, vous le savez bien, en hypnose, on voit que ça fonctionne, en sophrologie aussi, en EFT, en EMDR, en plein de choses, on voit les résultats, mais on a aujourd'hui du mal à expliquer pourquoi ça fonctionne. Personnellement, c'est complètement indifférent pour ma part, moi le but est que ça fonctionne. Mais c'est intéressant quand même de s'intéresser à diverses hypothèses. Deuxième hypothèse, ça serait l'activation d'un circuit inhibiteur, donc qui va empêcher la perception de la douleur. En quelque sorte, la douleur, l'information de douleur n'arrive pas jusqu'au cortex qui lui va interpréter, va contribuer à la perception de la douleur qui ne serait alors pas traitée. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Donc, on active un circuit inhibiteur. Lequel c'est encore assez flou. Troisièmement, c'est la sécrétion d'opioïdes endogènes. Alors là, c'est quasiment sûr. D'ailleurs, il y a même plusieurs publications médicales et scientifiques qui le démontrent. Donc là, on n'est plus sur de l'hypothétique. Opioïdes endogènes, donc la morphine naturelle que l'on a en nous. Ça, c'est la troisième hypothèse possible. Et la quatrième hypothèse possible, asseyez-vous bien, c'est que l'hypnose finalement peut-être que ça serait un effet placebo. Moi je pense que l'hypnose est un effet placebo, entre autres, pas que, mais pas 100%, mais entre autres, un effet placebo. L'effet placebo c'est quoi? Il y a aussi ce lien avec la conviction, c'est quand la conviction devient biologie. Tout ce que je crois va se transformer physiologiquement intérieur, biologiquement parlant, la conviction devient biologie. La conviction devient biologie, c'est de Norman Cousin, c'est pas de moi, cette citation. Et moi, j'ai beaucoup d'expérience avec les effets placebo, quand je fais plus maintenant, mais quand je travaillais de nuit, c'est très anxiogène pour les patients la nuit. Eh bien, je mettais un petit salé aux personnes. Alors, un petit salé, c'est une perfusion où il y a rien dedans. Donc, c'est purement du placebo. En disant, voilà, vous n'arrivez pas à dormir, je vous mets un somnifère, c'est très efficace. Vous entendez peut-être le patient à côté qui ronfle. Je lui ai mis il y a 1 heure, il dort très bien. Et 7 patients sur 10 vont dormir après, alors que c'est seulement du placebo. Et c'est une approche hypnose conversationnelle. Ce que je fais là, j'utilise le positif, etc. Je suis très convaincant. Je donne des suggestions. J'utilise une voix assez, comme on utilise en hypnose au niveau du terpnos logos. J'insiste sur certains mots-clés hyper importants. Donc je fais de l'hypnose conversationnelle et il y a à mon avis du
placebo, enfin c'est même sûr, il y a du placebo là-dedans et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Même si je mens aux patients, moi je m'en fous, pardon, mais ça fonctionne, il dort, c'est mon principal, mon but, et qu'il dorme, qu'il soit soulagé, qu'il soit moins anxieux, qu'il soit serein, etc. Voilà. D'ailleurs, il y a une étude américaine qui démontre que le placebo diminue la douleur de 30%, 30% quand même, un tiers de douleur en moins, et l'hypnose de 50%. 50%, c'est moitié moins mal. Quelqu'un qui a mal à 8 sur 10 en permanence, il passe de 8 à 4 sur 10. Vous imaginez les répercussions positives que ce patient, dont ce patient va pouvoir bénéficier, c'est vraiment génial, quoi. Voilà. Donc, je pense que une des explications, c'est également l'effet placebo par rapport au fait que vous devez être convaincant pour que vos consultants soient convaincus. Mais je dis pas que l'hypnose c'est que du placebo. L'hypnose c'est du placebo, c'est également un état alpha. Vous connaissez l'hypnose, je vais pas réexpliquer tout ça. Également un état alpha, également des ruptures de pattern, également de superbes suggestions que vous allez donner aux patients. Et c'est également la combinaison, c'est ce que je fais en tout cas en hypno-antalgie, d'autres méthodes que vous allez combiner à cette fabuleuse hypnose, à ce fabuleux effet placebo. Voilà, c'est ce que je fais dans l'hypno-antalgie. Vous avez des détails sous l'hypno-antalgie dans la description de la vidéo. Je vois des questions. Alors, évidemment, ça réagit sur le placebo. Aurel, oui, mais l'hypnose, ce n'est pas que du placebo tout de même, nous dit Aurel. Oui, c'est tout à fait juste. L'hypnose, c'est pas que du placebo, c'est ce que je dis. Je pense qu'il y a une composante à la base placebo, mais état alpha en plus, une musique hypnotique que vous utilisez en plus, des superbes suggestions que vous donnez en plus, etc., etc. C'est ce qui contribue vraiment à l'efficacité de l'hypnose, qui a notamment l'hypnose, entre autres Aurel, une contribution au niveau de l'effet placebo. Voilà pour Aurel. Frédéric, je n'ai pas compris l'histoire de la morphine. Peux-tu réexpliquer s'il te plaît? Merci. Alors, je pense que tu parles des 4 hypothèses que dont j'ai parlé par rapport aux opioïdes endogènes. Les opioïdes endogènes, en fait, c'est la morphine naturelle que l'on a en nous. Et je fais le lien avec le fait de pincer le bras dont je parlais il y a quelques minutes. On a la possibilité, seulement, avec plein de guillemets avant et après, seulement avec l'hypnose, de provoquer une sécrétion de morphine naturelle, donc d'opioïdes endogènes. Il n'y a pas qu'avec l'hypnose, il y a aussi avec un certain type de respiration que j'appelle la respiration bougie, que j'enseigne dans la formation en ligne hypno-antalgie. Mais voilà, tout ça pour dire, Frédéric, je crois que quand on fait de l'hypnose correctement menée, on a la possibilité de sécréter davantage de morphine naturelle, et la morphine qui contribue grandement, vous le savez, à diminuer la douleur. Je parle bien de morphine naturelle, donc les opioïdes endogènes. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Si c'est pas le cas, vous me dites. Et je précise, Sandra me dit merci pour toutes ces explications. Je suis d'accord avec vous par rapport à l'effet placebo. Voilà, mais l'effet placebo, Sandra et Aurel précédemment, je précise également que ça ne fait, je reprécise encore une fois que ça ne fait pas tout, et je ne minimise pas les effets que peuvent apporter le placebo. Bien au contraire, c'est très fort et très puissant, et tant mieux. Voilà. Merci pour vos questions. Allez-y, si vous en avez. Maintenant, on passe au lien que la science établit entre l'imagerie mentale et l'hypnose. Alors, si vous êtes simplement au repos, que vous avez des douleurs, pour une personne qui a des douleurs à 7 sur 10, eh bien, il ne va pas se passer grand-chose au niveau de la gestion de ces douleurs. Repos, un simple repos, peut-être que ça va aider cette personne à avoir un petit peu moins mal, mais en tout cas, il n'y a pas vraiment d'action directe et efficace sur la prise en charge des douleurs. Seulement de l'imagerie mentale, juste imaginer que la douleur s'estompe, s'efface, régresse, diminue, une matière apaisante, etc. Seulement de l'imagerie mentale, on passe de 7 sur 10 à un tout petit peu moins de 6 sur 10, à 5,8 sur 10. Donc, on gagne en sérénité, on perd en douleur, mais c'est pas si flagrant que ça. Par contre, des études démontrent que si on fait de l'hypnose, donc l'hypnose c'est quoi? C'est du placebo, c'est de l'imagerie mentale, c'est un état alpha, c'est une respiration particulière, c'est des suggestions, etc. Si on combine tout ça, et idéalement si on combine encore d'autres choses derrière, mais l'hypnose, donc les études démontrent que si on fait de l'hypnose, on passe, et c'est comparé par rapport à l'état de repos, donc comprenez, sans rien du tout, on passe de 7 sur 10 à 3,2 sur 10. De 7 sur 10 à 3,2 sur 10
avec l'hypnose. Donc globalement, toutes les études médicales scientifiques et ce que l'on voit aussi sans avoir de publication derrière, eh bien tout ça nous démontre et nous explique, nous dit, nous relate que oui, l'hypnose fonctionne bien pour prendre en charge les douleurs chroniques. Je dis pas que c'est 100% de réussite, je dis pas qu'en un claquement de doigts, on passe de 10 sur 10 de douleur à 0, non, mais je dis que ça fonctionne très bien et passer de 7, en gros de 7 sur 10 à 3 sur 10, c'est quand même quelque chose de formidable, hein. Peut-être que ça vous parle, hein, si vous-même avez des douleurs chroniques. Voilà. Allez-y si vous avez des questions. Je vois une question de Marie. Je vais y répondre dans quelques instants. Je ne la lis pas. Comme ça, je reste focus et concentré sur les 3 principes basiques que tout thérapeute devrait connaître. Là aussi, c'est toujours par rapport à des publications médicales ou scientifiques. Premièrement, ce que l'on croit, la croyance, la conviction, on en a parlé tout à l'heure, ce que l'on croit peut augmenter ou atténuer la douleur. Atténuer la douleur, c'est une bonne nouvelle, mais augmenter la douleur, c'est une mauvaise nouvelle. Placebo, nocebo. Ce que l'on croit peut augmenter la douleur ou atténuer la douleur. Ce que vos consultants croient peut augmenter ou atténuer la douleur. Donc faites attention à tout ce que vous dites. Là, c'est plutôt pour les soignants, mais vous allez faire le parallèle avec les accompagnements thérapeutiques ou sophrologique. L'idée que la personne se fait du traitement est déterminante quant à l'efficacité de celui-ci. Donc l'idée que la personne va se faire de votre accompagnement, de votre professionnalisme, va être déterminante quant à l'atteinte ou non des objectifs thérapeutiques et donc de l'efficacité de votre prise en charge. Ça, c'était le deuxième principe. Et le troisième principe, la perception de la douleur est fonction de ce que dit le soignant. Alors, si ça marche pour les soignants, ça marche également pour les thérapeutes, sophro-hypno, etc. La perception de la douleur est fonction de ce que vous dites, hypnothérapeute, sophrologue, sophrothérapeute, ça dépend de ce que vous allez dire. Donc, attention parce qu'avec vos mots MOTS, vous allez pouvoir atténuer les mots MAUX ou augmenter les mots MAUX. C'est moins bien ça, hein, mais vous devez donc apprendre à parler correctement à une personne douloureuse et vous avez déjà beaucoup de notions par rapport à comment est-ce qu'on s'exprime quand on parle à l'inconscient. C'est ce que on part du postulat en hypnose qu'on s'adresse à l'inconscient, etc. Ce qu'il faut dire, pas dire. L'inconscient ne comprend pas la négation. Donc attention parce que des études médicales scientifiques démontrent que la perception de la douleur est fonction de ce que vous dites. Donc l'augmentation ou la diminution de la douleur va dépendre de vos mots MOTS. Voilà, Marie. Donc la question que j'ai mis en stand-by tout à l'heure. David, d'après ce que vous dites, la respiration seule, quand on est au repos, ne suffirait pas à aider un souffrant à gérer sa douleur. La respiration seule ne suffit pas à gérer la douleur. Non, la respiration seule, en effet, ne suffit pas à gérer la douleur. Pour autant, une bonne respiration, moi je parle de respiration bougie dans ma formation, mais il n'y a pas que ça, une bonne respiration va contribuer à aider vos consultants à diminuer la douleur. Donc Marie, si vous connaissez des respirations, vous faites déjà de la sophrologie ou de l'hypnose, et que vous combinez cette respiration à ce que vous faites ou sophrologie ou hypnose, eh bien ça va vous aider, ça va aider bien sûr votre consultant à gérer sa douleur. Voilà, elle me dit qu'elle est sophrologue, Marie. Donc si vous combinez sophrologie et respiration, ça va aider. Mais la respiration seule, pour moi, ne va pas faire tout. Tout comme, et je vais un peu plus loin dans mes propos, la sophrologie seule ou l'hypnose seule, ça va pas faire tout. Il faut le combiner. C'est pour ça que moi je combine avec la cohérence cardiaque, avec la respiration bougie, avec le convincing pour être convaincant, avec les effets placebo, enfin avec plein de choses, avec des fractionnements techniques qu'on utilise au bloc opératoire. Je fais vraiment une combinaison. C'est un peu l'hypnose à la vigneron, finalement, à la sauce vigneron. C'est ce que j'ai appelé l'hypno-antalgie, qui fonctionne très bien. Mais voilà. Du coup, je pense que la respiration seule, ça suffit pas, mais que ça contribue, bien sûr, à aider vos consultants à mieux gérer leur douleur. Voilà. Raoul nous dit: j'ai compris que l'effet placebo est très fort et très puissant et qu'il peut aider les patients, mais est-ce qu'il peut également les aider à avoir encore
plus, alors je pense que c'est encore plus mal. Oui, alors dans ce cas-là, ça n'aide pas forcément les patients. Ça peut aider à avoir encore plus mal. Donc le terme aider est tout à fait inapproprié. Mais oui, vous pouvez, l'effet placebo, c'est positif, ça aide à avoir moins mal, à plus avoir de nausées, à être moins anxieux, à bien dormir, etc. Là, c'est le positif, c'est l'effet placebo. Et le nocebo, c'est tout l'inverse, notamment. Il y a des études qui démontrent que si vous, alors je parle plus au niveau médical, je ne sais pas Raoul si vous êtes dans le milieu médical, mais si le patient est au courant des effets secondaires des médicaments qui sont décrits sur les notices des médicaments, eh bien il met toutes les malchances de son côté. Il y a plus de risques qu'il récupère ces effets secondaires. Ça, c'est l'effet nocebo. Et donc on comprend, je fais juste un tout petit parallèle avec l'effet nocebo, que vos mots, encore une fois, ont un impact considérable, parce que si je dis à mon patient vous risquez d'avoir des nausées, de mal dormir, d'avoir des vertiges, de vomir, etc., mes mots vont contribuer à ce qu'il ait ces effets secondaires, vous voyez. Mais si je dis vous allez être serein, vous allez bien dormir, etc., là on est plutôt sur des suggestions positives et je vais l'aider à mieux dormir, à avoir moins mal, à être plus serein, etc. Tout ça pour vous dire que vos mots, vous qui êtes thérapeute, vont avoir un impact considérable, tant au niveau placebo positif qu'au niveau nocebo négatif. Vous voilà, Raoul, Marie, absolument, je suis sophrologue. Voilà, Marie, vous me l'aviez dit juste avant, donc j'ai bien compris. Merci. Merci Marie, merci Raoul pour vos questions. Stéphanie nous dit merci David, c'est très clair. C'est un véritable plaisir. Je ferai d'autres conférences telles que celle-ci. D'ailleurs, vous pouvez laisser ci-dessous. Vous avez un petit lien qui vous permet de laisser votre mail et comme ça, vous serez informé par mail des autres conférences. Donc, c'est toujours un véritable plaisir d'être en direct avec vous et de répondre aux questions. Et en replay aussi. En replay, vous posez vos questions sous la vidéo, sous la vidéo si vous êtes sur YouTube. Voilà. Alors, je vais, on arrive à la fin, et si je vous rappelle, vous voulez aller encore un petit peu plus loin, on a dépassé le temps promis au début, je suis désolé. Vous pouvez suivre ma conférence en ligne, c'est tout à fait gratuit, dans laquelle, qui s'intitule Apprenez enfin comment traiter efficacement les douleurs chroniques de vos consultants. Inscrivez-vous là sous la vidéo, il y a tout ce qu'il faut. Je vais vous donner les 5 points clés pour obtenir 95% de réussite lors de vos prises en charge, donc de douleurs chroniques. Ce que sont réellement les douleurs chroniques, ça c'est un point qui est important, je vais le développer également. Les réponses aux problématiques les plus fréquentes, donc vous me poserez vos questions, j'y répondrai. L'erreur fondamentale à éviter lors de vos accompagnements, j'en ai pas parlé ici, j'en parlerai lors de cette conférence en ligne et je vous donnerai la méthode pour mobiliser toutes les ressources de vos consultants que tout thérapeute devrait utiliser. Et en fait, cette méthode, c'est une vidéo que je vais vous offrir, donc qui sera à la fin du webinaire, mais vous aurez la vidéo, vous pourrez la voir autant de fois que vous voulez, elle dure à peu près une trentaine de minutes, donc pour vous inscrire à ce webinaire qui est gratuit, c'est sous la vidéo, vous vous inscrivez et on va faire en sorte que ça dure à peu près une heure et quart, mais vous savez qu'en général, ça dure un peu plus longtemps parce que je donne beaucoup de contenu et en plus, vous allez me poser vos questions. Voilà. Si vous souhaitez suivre la formation qui elle aussi est totalement en ligne, hypno-antalgie, prise en charge des douleurs chroniques, vous pouvez vous inscrire. Le lien d'inscription figure sous la vidéo. Vous avez des questions, vous pouvez me poser vos questions. Je précise que la formation hypno-antalgie, elle est totalement illimitée en nombre de connexions, en temps, et que vous pouvez également me poser vos questions via un groupe Facebook qui est réservé aux participants de la formation selon les moments. Vous avez des offres qui vous sont proposées. En tout cas, vous avez tous les détails de tout cela dans la description de cette vidéo. Le but de la formation hypno-antalgie, c'est que vous me disiez, j'ai certaines personnes qui me disent je pensais pas que c'était aussi facile, aussi efficace d'accompagner des personnes atteintes de douleurs chroniques grâce à l'hypnose. Eh bien, j'espère que c'est votre futur vous qui me dira ça prochainement. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette conférence qui est en direct ou alors en replay si vous êtes sur YouTube. Pour clore, eh bien, si vous avez des questions en replay, vous les posez sous
cette vidéo. Et voilà, parce que là on a terminé. Donc s'il y en a d'autres qui arrivent, vous les posez sous la vidéo. Vous savez que je réponds moi-même. Si vous avez aimé, que vous êtes sur YouTube, vous pouvez liker. Je vous remercie d'avoir suivi cette conférence. Vous pourrez participer aux autres conférences en direct. Pour ça, vous vous inscrivez sur le lien qui est sous cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette conférence. Je vous souhaite une excellente soirée. Voilà, je vois là des remerciements. C'est très gentil, hein. Je remercie Aurel, Martine, Marie, Cathy, Bobby, Raymond, etc. Je peux pas citer tout le monde d'avoir participé. Fradia, Ophélie, Aurélien. Enfin voilà. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette conférence. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.